Bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. À la une, l'industrialisation au Burkina, il faut bien y croire. Une unité d'assemblage de matériel informatique est en construction dans la zone industrielle de Kosodo. Le promoteur de cette usine est un Burkinabé prêt à investir 7,5 milliards de francs CFA pour des appareils informatiques et électroménagers made in Burkina à portée de main. Précision en début de journal. Dans cette édition, vous verrez également les Bama taxis des Peugeot 504 et 505 devenus des tacos mais toujours en mouvement, utilisés surtout pour le transport des marchandises. Des risques, oui, pour ceux qui sont à bord. Les taximans, eux, se frottent les mains. Témoignage à suivre dans la rubrique Une semaine à Bama. À l'international, une crise politique majeure secoue à nouveau le Mali. Le président du CNT, son premier ministre arrêté par la junte militaire, le colonel Assimi Goïta, homme fort du pays, va-t-il se laisser convaincre par l'émissaire de la CEDEAO? Goodluck Jonathan est sur place à Bamako. Voilà pour le menu de ce 13h, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Bonne nouvelle, il y aura bientôt une unité d'assemblage de matériel informatique et autres produits électroménagers sur place à Ouagadougou. Du matériel informatique adapté à nos réalités sortira dans cette usine en construction à la zone industrielle de Kosodo. Selon le promoteur, un opérateur économique burkinabé qui compte injecter au moins 7,5 milliards de francs CFA pour donner vie à son projet. Roger Kam, Oumou Sissé. Sur ce site de construction d'une usine sortiront bientôt des ordinateurs et autres matériels informatiques et électroménagers made in Burkina Faso. Ainsi, le promoteur Inoussa Sawadogo passe de l'activité achat-vente à l'activité de production effective de matériel informatique. Pour cela, il a pour partenaire la firme chinoise Ayer. J'ai commencé avec les portables, puis les ordinateurs, après les frigos, télé, climatiseurs. Ce n'est pas le Burkina seul qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà du Burkina. Voilà. Et puis pour qu'on puisse avoir un transfert de technologie, pour qu'au moins on adapte aussi les ordinateurs aux réalités burkinabées. C'est vraiment un projet structurant qui va permettre de renforcer la transformation digitale dans notre pays en faisant en sorte qu'on ait accès aux ordinateurs et aux autres appareils à des coûts vraiment adaptés. Bien connu de l'État burkinabé, Inoussa Sawadogo est celui-là même qui exécute le projet, un étudiant et un ordinateur portable. Pour son projet, il bénéficie de nombreux avantages qu'offre le nouveau code des investissements. Pour démarrer son projet, il va bénéficier donc des avantages de plus de 300 millions de francs CFA. Durant la phase exploitation, lorsque l'usine sera construite et rentre donc en exploitation, sur 7 ans, il sera accompagné. Et il va bénéficier donc d'avantages de plus de 1,680 milliard de nos francs CFA. Après avoir livré quelques machines, je ne doute pas de sa capacité, maintenant qu'il va produire sur place, à nous permettre de faire face à nos besoins. Nos besoins sont immenses et énormes, on ne peut pas continuer à dépendre de l'extérieur pour cela. Il est dans un créneau qui est hautement porteur. Un vaste marché pour Inoussa Sawadogo qui compte conquérir le marché africain. Le projet de l'usine d'assemblage de matériel informatique et d'équipements électroménagers a un coût global de 7,5 milliards de francs CFA. En plus de contribuer à la réduction de la fracture numérique, ce projet, c'est 123 emplois directs créés et plus de 3000 emplois indirects selon le promoteur. On reste dans un secteur des plus importants. Quelle stratégie pour la formalisation des économies informelles en Afrique de l'Ouest? En visite au Burkina, le directeur pays de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, échange avec les différents acteurs sur la question. Frédéric Lapère était hier au siège du Conseil national de l'économie informelle. Le point avec Bernard Kombelem et Sébastien Zongo. Première visite officielle du directeur pays de l'Organisation internationale du travail pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo. Avec les responsables de la fêtière burkinabé des organisations de l'économie informelle, Frédéric Lapère est venu discuter de la validation de la stratégie nationale de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Une stratégie basée sur 3 priorités: la question de l'organisation du secteur, celle de la protection sociale,
il est essentiel d'étendre la couverture de protection sociale et notamment l'assurance maladie aux acteurs de l'économie informelle, puisque la maladie ou les accidents du travail, c'est quand même une des sources principales d'insécurité. Et la troisième priorité, c'est vraiment assurer qu'il y ait une meilleure génération de revenus dans l'économie informelle pour que les gens puissent bouger vers la formalité à travers des soutiens en termes de microfinance, en termes d'entrepreneuriat, en termes de productivité ou d'accès au marché public. Pour une contribution pertinente à la mise en œuvre de cette stratégie, les acteurs de l'économie informelle comptent sur l'accompagnement, notamment technique, de l'Organisation internationale du travail. Toutes ces grandes entreprises qui sont aujourd'hui en Europe, qui font le truc à travers le monde entier, ils ont commencé petit. Mais c'est dans une bonne formation et puis dans un bon encadrement technique qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Donc nous sommes contents de leur accompagnement, nous sommes contents de la visite. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'échanges avec tous les acteurs impliqués dans la question de la stratégie intégrée pour la formalisation de l'économie informelle vers l'économie formelle. Allons à Bagré pour une visite commentée dans des plaines rizicoles. En termes de rendement, la différence est nette entre les variétés traditionnelles produites et les nouvelles variétés améliorées mises en place par l'INERA, 9 à 10 tonnes à l'hectare. Le ministre en charge de la recherche et celui de l'agriculture ont fait le déplacement de Bagré pour encourager producteurs et chercheurs. Hassan Guébré, Poliabré et Tanga Robert Kafando. Le ministre en charge de l'agriculture et celui en charge de la recherche scientifique et de l'innovation sur la plaine rizicole de Bagré où les producteurs expérimentent ici de nouvelles variétés de riz, Bitonkini, Mouifida et Nongsame. De nouvelles variétés, trouvailles de l'Institut national de recherche agricole INERA et dont le rendement à l'hectare varie entre 9 et 10 tonnes. Vous ne pouvez pas faire de la production avec le souci de prendre en charge les préoccupations, les besoins de nos populations en ignorant ce qui se passe du côté de ceux qui, dans le secret souvent, sont en train de travailler pour faire en sorte qu'on ait des variétés améliorées, qu'on ait des semences améliorées qui puissent permettre effectivement aux producteurs d'avoir des raisons d'aller dans le sens donc, de la production agricole. À Cambouensin, j'avais déjà visité les recherches en station et ici, on peut dire que c'est la recherche appliquée parce que c'est un travail directement avec le producteur sur le terrain qui montre vraiment les performances de ces différentes variétés. Donc pour nous, c'est de voir concrètement avec la recherche comment nous pouvons organiser, nous pouvons arriver à atteindre cet objectif de 1 million de tonnes de riz. L'expérimentation de ces nouvelles variétés de riz entre dans le cadre du projet CORIS, un projet mis en œuvre avec la collaboration de la GIZ. Et notre rôle ici, c'est de suivre les activités et comment ce projet CORIS se développe. Et on est très content de voir ce que se passe ici. La sortie a permis au chef de département de recueillir les préoccupations du terrain afin de mutualiser les efforts pour l'atteinte des objectifs du président du Faso, à savoir produire 1 million de tonnes de riz d'ici à l'horizon 2021. Une semaine à Bama, acte 3. Zoom sur Bama Taxi des Peugeot 504 et 505 de l'époque coloniale. Un tas de ferraille toujours en circulation sur l'axe Bobo-Bama, servant même de moyen de transport en commun de personnes et de marchandises. Amandine Larsaga nous invite à bord. Vous la verrez dans ces images de Gérard Sommet. Reportage. De véritables épaves roulant. Rien qu'un assemblage de fer qui roule et qui transporte encore. Bienvenue à la découverte des Bama Taxi ou de ces 504 et 505, principaux moyens de transport en commun de la commune. Bon, le matin, jusqu'au soir, parfois, je peux gagner 15 000, 20 000. Oui, en allant, en tout cas, ça marche. Nous utilisons le gaz à la place du carburant parce que c'est rentable. Avec 6 000 francs de gasoil par exemple, je ne pouvais même pas faire un aller-retour Bama-Bobo. Mais avec une bouteille de gaz, je travaille toute la journée. En plus, on ne peut même plus avoir un moteur de gasoil pour nos vieux véhicules. On se débrouille avec des pièces de marques différentes pour pouvoir rouler. Sans phare, sans capot, sans le moindre confort à l'intérieur,
Ces véhicules sont aussi et surtout sans papier. Pour les mettre en marche, pas besoin de démarreur. Ces fils qui pendent font le boulot de l'allumage. Ici, l'état de ces 504 préoccupe peu les usagers qui font chaque jour la navette Bama-Bobo. Le nombre de places n'est pas limité. Le coffre et le toit accueillent également des passagers en plus des marchandises. Avec les Bama Taxi, le transport est moins cher. Si tu négocies, tu peux payer moins de 500 francs CFA. Et avec eux, tu peux transporter beaucoup de marchandises. Bon, tu peux aller acheter ça, il n'y a pas de papier. Donc tu vas te vendre ça là même. Bon, si ce n'est pas de son père, il a mouru laissé. Donc, les papiers là, c'est compliqué quoi. Les Bama Taxi. Et pour satisfaire nous aussi notre curiosité, nous prenons place dans ce véhicule du jeune Boubacar qui nous raconte son quotidien, ici à la recherche de quoi se prendre en charge. Pour un aller-retour Bama-Bobo-Dioulasso, je prends 500 francs par client. Mais si le client a de la marchandise à transporter, il ajoute 500 francs. Par jour, je peux avoir une dizaine de clients. Avant, ça marchait, mais plus maintenant. Comme lui, ils sont nombreux à tirer leur pitance quotidienne dans la conduite de ces Bama Taxi, même si pour la plupart d'entre ces jeunes disent le faire par nécessité. Un taxi ici nourrit au moins 4 personnes. Chaque chauffeur a 3 apprentis. Et ce n'est pas tout. Chacun a une famille qui compte sur lui. Moi, j'ai 3 femmes et des enfants. Je vis de mon taxi. Si j'arrête de travailler aujourd'hui, qu'est-ce que ma famille va devenir? Il n'y a pas d'usine pour nous embaucher ici à Bama. Aujourd'hui encore à Bama, une soixantaine de ces 504 et 505 d'un autre âge circulent, alors qu'ils sont officiellement retirés de la circulation. Les Bama Taxis sont même très sollicités malgré la présence d'autres moyens de transport dans la commune. Si la traversée à bord de Bama Taxi vous semble fastidieuse, nous vous proposons cette fois une excursion touristique. La mare, aux hippopotames ou le bosquet sacré de Bama sont des sites à visiter. L'hôtellerie est aussi un secteur en plein essor dans la commune de Bama, une destination de découverte. Gira Somé et Amandine Lalsaga. La mare aux hippopotames, un des sites touristiques les plus importants de Bama dans les hauts bassins. Ici, la principale attraction, ce sont ces pachydermes. Pour voir à quoi ils ressemblent, nous embarquons dans ces pirogues de fortune pour quelques mètres de navigation. Une belle vue devant nous, mais nous n'irons pas plus loin, car le moindre faux pas pourrait être dangereux pour l'équipe de reportage, nous disent ces guides pêcheurs. À Bama, cette mare aux hippopotames est sacrée et reçoit régulièrement la visite de touristes, nous confie Philippe Kienou, l'un des riverains. Mon père était pêcheur et j'ai grandi dans sa pirogue. Aujourd'hui, la pêche ne marche plus. Nous, les pêcheurs, servons donc pour la plupart de notre temps comme guide aux touristes qui visitent régulièrement nos hippopotames sacrés. Bama, c'est aussi ce bosquet sacré. Un lieu de rituel où le crocodile est roi. Il est même l'emblème de la localité. Le premier qui est venu s'installer à Bama, c'est par là il a connu. Et il est venu en ce temps, il y avait un peu d'eau ici. Et c'est au niveau de ce coin-là aussi qu'il faisait sa chasse. De la chasse maintenant avant qu'il venait se coucher au niveau du village. Presque, bon, au niveau de ce bosquet-là, avant il y a 3 puits même là-bas. Donc comme il y a 3 quartiers aussi à Bama. Ces 3 puits-là, avant c'est dans ces puits-là que toutes les femmes là venaient puiser pour faire la cuisine et faire le lavage des linges et consorts. Et comme site touristique rime avec hôtellerie, cet autre pan de la culture de Bama commence à se développer. Ici, la Casa Verde, à l'entrée de la ville, offre des logements et des espaces de loisirs. Actuellement, Casa Verde a une capacité d'hébergement de 20 chambres.
Bon, 20 chambres, ce n'est pas 20 personnes parce qu'il y a des chambres où on peut héberger des chambres qui peuvent prendre jusqu'à 2 ou 3 personnes. Voilà, pour des cas exceptionnels. De la restauration. Bon, donc, principalement, nos menus sont basés sur un peu les mets nationaux. Voilà, genre les riz soumbala, avec les poulets flambés, avec les gnoncons, puis les faros, bon, et puis bon, bien d'autres mets. Site touristique, hôtellerie, le tout dans un climat modéré au paysage verdoyant. Bama se positionne aujourd'hui comme une destination de découverte à fort potentiel. Autre point de l'actualité, réconciliation nationale, manifestation à rallonge en milieu scolaire et la double crise sécuritaire et sanitaire. Toujours d'actualité, il y a lieu de s'inquiéter selon le MPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Ses membres face à la presse font leur lecture de la situation nationale. Compte rendu de Daouda Ouattara et Isia Kanana. Le Burkina Faso présente un visage pas reluisant, teinté de beaucoup d'inquiétudes. Ces mots sont de Samuel Kalkundo, président du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Face aux hommes des médias, le MEPAP dépeint une situation sécuritaire sans précédent que jusque-là, aucune solution adéquate n'a encore été trouvée. De la région du Nord, en passant par la boucle du Mouloud, et du centre-nord à l'est, et au niveau du Sahel surtout, des personnes continuent de tomber sous les balles assassines des terroristes. Des villages entiers sont abandonnés. Le Premier ministre, lors de son dernier passage devant la représentation nationale, avoue n'avoir pas de plan de solution au terrorisme. Dommage. Le peuple burkinabé ne mérite pas d'être sacrifié sur l'autel du terrorisme. Face à la crise scolaire qui ébranle le système éducatif burkinabé, le MEPAP condamne avec fermeté les actes perpétrés par les élèves. Samuel Kalkundo et ses camarades appellent le gouvernement à engager un dialogue avec les différentes parties. Même ton enfant à la maison s'il dit « Papa, je veux te voir pour parler ». Même si tu vas tirer ses oreilles, il faut le voir. C'est dans ce sens que le gouvernement a l'obligation de les recevoir, les écouter. Vous savez, c'est déjà un soulagement quand on reçoit quelqu'un. C'est déjà un soulagement et les autres élèves, au moins, l'autorité nous a considérés. Du reste, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie soutient entièrement le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Une réconciliation que le MEPAP souhaite voir inclusive et participative avec toutes les couches sociales de la nation. À la découverte d'un nouveau né dans le secteur de la promotion immobilière au Burkina, le groupe Castor Africa dit vouloir faire de la promotion immobilière autrement. Castor Africa évoluant dans le génie civil s'engage à accompagner le gouvernement burkinabé dans la construction des logements. Lassina Ouattara, Maïmouna Traoré. Le groupe Castor Africa lance ainsi officiellement ses activités au Burkina Faso, avec comme domaine d'intervention le génie civil et les projets de développement durable. La société entend apporter des solutions aux problèmes de logement, d'infrastructures routières et de voirie. L'un de ses projets phares est la construction de Espoir City, une cité de 349 hectares dans la commune de Lumbila avec 100 000 logements. Elle va ainsi accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du programme national de construction de logements. Le projet a été validé. Nous avons obtenu les autorisations de l'OTI. Nous avons obtenu l'autorisation sur l'étude d'impact environnemental. Donc nous sommes en phase de démarrer les travaux sur le terrain. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres, nous avons pris le temps d'avoir toute cette documentation avant de lancer ces projets. Nous voulons marquer la différence. Un logement de FD qui disent à 7,5 millions, le prix est fixé à 7,5 millions. C'est nous, ce type de logement est à 6 millions. Les logements à 7,5 millions, c'est nous, est à F3. Le gouvernement félicite et encourage ce modèle de développement en matière de génie civil et de promotion immobilière. Nous sommes très nombreux au niveau du Burkina Faso à avoir besoin de maisons d'habitation, à avoir besoin de forages, à avoir besoin de routes. Et je pense qu'avec l'intervention de Castor Africa,
nous allons parvenir un temps soit peu à pouvoir satisfaire ces besoins qui sont exprimés par les populations du Burkina Faso. Le groupe Castor Africa a prévu dans son programme la construction de 10 000 logements au profit de la diaspora burkinabé. Il entend étendre ses activités dans certains pays africains. Coup d'État ou coup de force contre le gouvernement de la transition malienne, Goodluck Jonathan a atterri d'urgence à Bamako pour ramener le colonel Assimi Goïta et ses hommes à la raison et endiguer selon lui une nouvelle crise majeure. L'émissaire de la CEDEAO doit donc faire preuve de diplomatie. Regardez. Les diplomates sont actuellement à pied d'œuvre pour aider le Mali à sortir de sa crise politique. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce mercredi à la demande notamment du Niger et de la Tunisie, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako ce mardi. Le médiateur de la CEDEAO et son équipe vont entamer des discussions avec les militaires de la junte, avec la société civile, mais surtout, ils vont rencontrer le président et le premier ministre de transition. Les deux hommes seraient toujours détenus au camp militaire de Kati. Bien sûr, nous sommes ici parce qu'il y a quelques développements qui inquiètent la CEDEAO et en tant qu'équipe de médiation, nous devons venir écouter les gens et savoir ce qui s'est passé. Nous ne pouvons rien dire de très précis tant que nous n'aurons pas eu une discussion avec le peuple, la société civile, les citoyens du Mali, les militaires et ceux qui étaient au gouvernement. Après cette conversation, nous aurons plus de précisions. La situation dans le pays est toujours confuse. Ce coup de force du colonel Assimi Goïta et des militaires de la junte plonge le Mali dans l'incertitude et soulève de nombreuses questions. Pour l'heure, on ne sait pas si un nouveau président et un premier ministre de transition vont être nommés, ni si le calendrier électoral va être respecté. Les élections présidentielles étaient prévues pour février-mars 2022. On reste au Mali car il y a du nouveau, on vient de l'apprendre. Le président Baoundao et le premier ministre viennent de démissionner devant le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Les négociations se poursuivent et donc pour tenter de les libérer et former un nouveau gouvernement. Et justement, la crise malienne fait la une des quotidiens. Un deuxième coup d'État consommé par Assimi Goïta et ses hommes. Cette situation continue d'alimenter les commentaires dans la presse burkinabé. Lecture croisée des journaux avec Vincent Kendrebeogo. Transition malienne, Assimi Goïta et le quarteron d'officiers filants, la une de l'Observateur Palaga. Dans un communiqué publié hier, le vice-président a annoncé avoir déchargé le président de la République de ses prérogatives car coupable, selon lui, de n'avoir pas respecté la charte de la transition. On peut accorder à Assimi Goïta que son orgueil de vice-président ait été froissé s'il n'a pas été effectivement consulté pour la formation du nouveau gouvernement. Mais de là à donner un coup d'arrêt au processus de la transition, c'est un pas de trop pour l'observateur Palga qui a désormais les yeux rivés sur la CEDEAO. Pourra-t-elle remettre en selle les deux têtes de l'exécutif et dans quelles conditions? L'Obs attend de voir. L'imprévisible junte militaire, c'est un article de Sidoaya. Jusqu'où l'appétit de l'homme fort du Mali va le conduire? Au pied du mur, la junte gagnerait à tracer rapidement un chemin de sortie de crise qu'elle a contribué à exacerber, au risque de subir le même sort que les putschistes burkinabés de 2015, commente Sidoaya. Et pourquoi les Maliens ne prendraient pas l'exemple du Burkina en 2015? Aujourd'hui, au Faso donne son conseil. Sinon, la CEDEAO n'y peut rien puisqu'elle n'a pas pu empêcher le premier putsch du 18 août 2020 alors que les signes avant-coureurs étaient visibles. Car pour aujourd'hui au Faso, ce qui se passe au Mali est similaire à la situation de la transition burkinabé en 2015 avec un camp militaire qui veut supplanter le palais présidentiel. Et ce fut au péril du RSP pour le cas burkinabé grâce à un refus catégorique du peuple burkinabé. Alors, qui pour dire aux Maliens que 19 millions de personnes ne doivent pas être prises en otage par quelques milliers de militaires, fussent-ils des éléments spéciaux de Kati,
Tel est l'avis du journal aujourd'hui au Faso. Pour le journal Le Pays, c'est un retour à la case départ qui n'honore pas le Mali et la communauté internationale doit faire preuve de fermeté face à Assimi Goïta et ses frères d'armes qui ne sont pas prêts à rentrer dans les rangs. C'était la notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.